Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ceux qui font briller l'Afrique ici, bien sûr, en Europe, mais aussi sur le continent africain. Et ça, c'est très important de le mentionner. Alors, on invite des personnalités afin qu'ils puissent bien tout simplement parler de leurs actions, de leurs activités et de leur engagement. Alors, mesdames et messieurs, on accueille comme il se doit nos invités du jour, à savoir l'ambassadeur Dr Cheikh Keita. Bienvenue à vous. Alors, conférencier, acteur panafricain avec de nombreuses casquettes, mesdames et messieurs, vous allez découvrir tout au long de cette émission le profil de cet homme qui se bat depuis de très longues années pour le continent africain, pour les Africains. C'est un honneur de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Merci bien. Bienvenue à vous. On applaudit encore une fois, mesdames. On continue avec une grande dame. Elle s'appelle Selena Soa, donc une entrepreneuse spécialisée dans les secteurs du numérique et des télécommunications. Bienvenue à vous, Selena. Et madame a un opérateur téléphonique en télécommunication et donc elle va nous en dire un peu plus tout au long de cette émission. On l'applaudit encore une fois. On va les avoir dans un instant à la barre, mesdames et messieurs, un moment en toute intimité pour découvrir leur parcours dans les plus petits détails. Allez, en face de vous, chers invités, vous avez nos deux chroniqueurs, à savoir Babadem. Babadem, bienvenue à vous. Alors, monsieur l'ambassadeur, madame Soa, donc Baba a une chronique où il fait briller, donc encore une fois, les personnalités du continent, les personnalités afrodescendantes, parce qu'on a besoin de ces références-là, parce que les Africains ont participé à de nombreuses innovations, ont participé à ont résolu de nombreuses problématiques sur le continent africain, mais aussi partout dans le monde. Et nous, ici, sur Diaspora Africa, on les met en avant. Baba. Oui, et pour cette émission, ça sera Kate Callow. On l'appelle l'architecte du renouveau de la donnée en Afrique, de la data en Afrique. Et elle fait partie des femmes les plus influentes de l'IA en Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, rien que ça. On continue avec Mr. L. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, très bien. Alors, Mr. L, dynamique africaine. On essaye de promouvoir dans cette émission les opportunités de business. Vous êtes à la maison, vous regardez cette émission et à la fin, vous repartez avec un projet d'entrepreneuriat. Oui, alors aujourd'hui, on va parler des stations de recharge pour mototaxi. C'est un bon petit business. Exactement. Voilà. Un bon business, mesdames et messieurs. Donc, notez bien. Prenez le calepin, on ne sait jamais. Et bien sûr, 10% pour nous. On les veut. Voilà, mesdames et messieurs, et cette émission sera également ponctuée par d'autres contenus, notamment un tour d'Afrique. Et puis, à la fin, on a des téléspectateurs qui posent des questions, qui vont vous poser des questions, et on va y répondre ici, sur le plateau de Diaspora Africa. Est-ce que le programme vous va, docteur? Très, très bien. Écoutez, l'Afrique est déjà un continent extraordinaire. Parler de l'Afrique, c'est déjà une très, très grande chose. Exactement. Et c'est merveilleux. Merci, en tout cas, c'est un plaisir. Selena, est-ce que le programme vous convient? S'il y a quelque chose, on peut modifier. Vraiment, pour vous, on le fera. Le programme est parfait. Et merci, je suis ravie d'être parmi vous. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Voilà, mesdames et messieurs, le moment est arrivé de démarrer cette émission officiellement. Et nous, dans cette émission, on voyage et on voyage tout le temps. Et l'objectif, c'est de promouvoir les destinations africaines. C'est très important. Le monde est beau, mais nous, c'est le continent africain qu'on porte dans le cœur. Est-ce que vous avez vos passeports avec vous? Oui, on est prêt. Toujours. On est prêt. Toujours. Y a-t-il une destination que vous souhaitez visiter, que vous n'avez... Monsieur l'ambassadeur, je pense que vous avez fait beaucoup de pays. Oui. Y a-t-il un pays que vous aimeriez visiter? J'ai un petit pays qui me plaît bien, parce que j'ai entendu parler aujourd'hui dans vos émissions ici, le Soto. Ah, d'accord, les Sur les montagnes. Oui, en hauteur, des Fadintou, effectivement. J'aimerais bien aller voir. D'accord, les autos, éventuellement. Vous, Selena? J'aimerais bien aller au Botswana. D'accord, très bien. Donc l'Afrique australe à l'honneur avec nos invités. Mais non. On a choisi en tout cas ma chère stagiaire qui s'appelle Marem que je salue. Eh bien, elle a décidé de nous envoyer au Rwanda, le pays des 1000 collines, mesdames et messieurs, pays connu, reconnu et qu'on va visiter encore une fois ensemble. Allez, c'est parti, let's go to Rwanda. Welcome to Africa.
to Rwanda, a country that's adventurous by nature. Are you ready to explore? Yes! What first? After arriving in the beautiful capital city of Kigali, go visit the iconic Big Five in Akagera National Park. Rwanda is also one of the few places on Earth where you can see the majestic silverback gorillas in the stunning Volcanoes National Park. Gorilla trekking. That's definitely on our bucket list. But it's not just the wildlife that will get your pulse racing. After a day of adventure, relax in style in one of Rwanda's world-class hotels or enjoy Kigali's buzzing nightlife. Rwanda is also Africa's rising star in global events. And if you want to get down to business, the country is a hub for innovation and investment. Whether you're visiting, meeting in, or investing in Rwanda, everybody is welcome. Come and see for yourself. See you soon. Murakoze! Voilà le Rwanda. Et donc, qui a déjà été au Rwanda ici? Moi. Évidemment. Évidemment. Moi, j'ai été invité plein de fois, mais j'ai pas pu le faire. D'accord. Donc forcément, je me retourne vers vous, Selena. En quelques mots, pourquoi le Rwanda est une terre à visiter? Qu'est-ce que vous aimez? Alors, déjà, j'aimerais préciser que je suis d'origine du Gabon. Exactement. Donc, le Rwanda a été une opportunité pour moi, déjà, en termes d'affaires. C'est un environnement propice aux affaires, un hub de la tech aussi, et un pays assez jeune qui, malheureusement, a vécu un génocide dans les années début 90, qui se reconstruit. Paysage magnifique, la culture aussi très forte. Ils essaient vraiment de promouvoir le Made in Rwanda. Et c'est un pays que j'affectionne et c'est un de mes pays d'adoption. J'imagine bien, monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous du Rwanda? Le Rwanda, parce que c'est un pays qui renaît de ses cendres. Hein. C'est vrai. Quand on voit l'histoire de ce pays qui était catastrophique, hein, avec des millions de morts. Hein. J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais à la Commission internationale des droits de l'homme, d'avoir une mission sur le Rwanda. Nous avons travaillé sur les sujets des rapports sur le génocide. Et c'était frappant comment le pays a pu se remettre en question et créer des possibilités de sa relance. C'est un pays vivant aujourd'hui et c'est un pays magnifique. C'est un pays magnifique à découvrir, absolument. Pour le coup, moi, j'ai aussi été au Rwanda, à Mr. L. Moi aussi, j'y étais, tu as vu. Donc, Et que moi qui suis... à visiter, en tout cas, encore une fois, dans cette émission, on essaie de promouvoir les destinations africaines. Nous sommes les plus grands ambassadeurs de notre continent. Donc, voilà, on fait le travail, comme on dit ici, sur Diaspora Africa. Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons accueillir ici à la barre notre cher ambassadeur, le docteur Cheikh Keita. À la barre, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, docteur Cheikh Keita, alors j'insiste et mesdames et messieurs, prenez votre souffle, asseyez-vous. Je suis obligée de nommer ici tous ces titres et fonctions. Donc ça va prendre environ 30 minutes, mais rassurez-vous, ça vaut le coup. Alors vous êtes docteur en économie, sciences politiques et relations internationales. 1. Vous êtes conférencier spécialiste du continent africain, bien sûr, ancien fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances ici en France pendant plus de 22 ans, ambassadeur de l'Union mondiale des PME, c'est important de le dire, sénateur du World Business Angels Forum, ambassadeur honoraire de la Commission internationale des droits de l'homme pour l'Afrique, fondateur de l'initiative SEFMA, lutte contre les médicaments contrefaits en Afrique, très important, lutte très importante parce que ça tue encore aujourd'hui, mesdames et messieurs, fondateur de l'Observatoire panafricain du numérique pour le développement, donc OPND, fondateur et PDG d'Open Business Africa, mesdames et messieurs, fondateur et PDG de Bridge et Innovation, membre du World Leader Summit, vice-président de Forest, Nature et oui, l'écologie, la nature est aussi au rendez-vous, mesdames et messieurs, vice-président et conseiller du PDG d'American Impact Investment Holding, AIIH. Voilà, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et je pense n'avoir pas tout dit. Je
pense n'avoir pas tout dit, mais on va s'arrêter là. Alors, docteur Cheikh Keita, donc on ne peut pas le nier, vous êtes un ambassadeur à tous les niveaux. Donc, concernant le continent africain, vous luttez pour le continent africain, pour les Africains, pour la diaspora depuis de très, très, très longues années. Donc, forcément, quand on lit donc, tous les titres que vous avez pu voir, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de ces différentes luttes? Comment vous résumez un petit peu votre carrière? Qu'est-ce que vous avez à dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui vous disent « Waouh, comment il a pu faire ça en si peu d'années ?» Merci bien, je suis très heureux d'être là et j'ai heureux aussi de m'adresser à vos téléspectateurs. L'Afrique est un continent merveilleux. L'Afrique est la mère de l'humanité. L'Afrique, c'est un continent d'opportunités. L'Afrique est devenue, depuis un certain temps, une solution pour elle-même, mais une solution pour le monde. Alors, je suis ambassadeur, bien sûr, mais tous les Africains sont ambassadeurs de leur continent. Il faut que tout le monde y apporte sa contribution, parce que l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Nous sommes le continent, le plus grand continent qui a tous ses enfants dans le monde. Et nous avons eu des enfants qui ont été transplantés par le commerce triangulaire. J'ai retrouvé des Africains en Colombie. J'ai retrouvé des Africains au Brésil. J'ai retrouvé même des Africains tout dernièrement en Argentine. Donc ça, c'est un atout. Il faut que nos États se retrouvent pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tous ces Africains qui sont à l'étranger? Il faut ouvrir une possibilité pour les faire venir sur le continent africain. C'est pour cela que depuis des années, je parlais au gouvernement qu'il faut absolument faire quelque chose d'une ouverture globale. Mais qu'est-ce qui bloque pour le coup Mais parce que finalement, on n'avait pas eu des politiques d'ouverture. D'abord, j'avais demandé à ce que les États ouvrent la possibilité d'accéder de ces afro-descendants à la nationalité de nos pays. Parce que si vous avez quelqu'un en Colombie qui se dit, voilà, je suis peut-être de la Guinée ou du Canada, ou du Ghana, s'il arrive et qu'il veut s'installer, il faut qu'on le facilite les choses. D'ailleurs, les pays qui le font aujourd'hui, il y a 5 pays qui ont décidé que les afro-descendants qui viendront dans le pays, ils pourront accéder à la nationalité. Donc, c'est un effort global. Tous les Africains qui sont ailleurs ont vocation à venir dans notre pays pour nous aider à nous développer. C'est très important ce que vous dites. Alors, on l'a dit, vous êtes engagé dans plusieurs initiatives, monsieur l'ambassadeur, panafricaines autour de l'investissement, du numérique et de la santé. Alors, selon vous, je pense que vous avez l'expertise, vous avez les compétences et surtout l'expérience nécessaire pour nous dire quelle est aujourd'hui la priorité absolue pour le continent africain. On doit se développer, comment se développer et comment accélérer ce développement? La priorité absolue, c'est l'éducation. Parce que, alors, vous savez, à l'heure où on parle ici, il y a plus de 48% de jeunes filles qui ne vont pas à l'école. On ne les donne pas la chance d'aller à l'école. Et ça c'est un total de 280 millions de jeunes filles en Afrique qui ne vont pas à l'école. D'abord, il faut changer de mentalité, parce que vous avez des familles qui disent, voilà, vous êtes une jeune fille, vous allez trouver un mari, le problème est réglé, vous allez faire votre vie. Non. Il faut que nos cultures s'ouvrent, parce que si vous dites que vous ne mettez pas une fille à l'école, mais vous la condamnez. Parce que finalement, on sait que finalement, par les études, on atteint un certain niveau et on ne sait pas qui sera directeur d'une entreprise demain, on ne sait pas qui sera président demain, donc il faut qu'on donne la chance à tout le monde d'aller à l'école. Donc la culture déjà, l'éducation. L'éducation. Après l'éducation, il faut la santé. D'ailleurs, et c'est important pour le coup, c'était une question que j'allais vous poser. Donc, vous avez travaillé donc concernant les médicaments contrefaits. Et aujourd'hui, même si vous avez fait énormément, aujourd'hui, le problème n'est toujours pas éradiqué et il tue. Et ça, c'est important de le dire. Alors, Open Business Africa, mon entreprise qui fait la promotion des investissements sur le continent africain, avait eu une fois une problématique au Bénin et au Togo. On avait visité le marché, on avait vu que le marché était trouvé de beaucoup de faux médicaments. Et on a fait des enquêtes. L'enquête a révélé que l'Afrique perd entre 150 et 200 000 de ses enfants par an pour les faux médicaments. Parce que quand vous prenez de Doliprane pendant des années, qui n'est pas Doliprane, exactement, mais vous usez votre foie et vous créez des problèmes. Donc il faut solutionner ce problème. C'est pour cela que nous avons créé l'initiative CEFMA. CEFMA, C-E-F-M-A. C'est la coalition pour l'éradication des faux médicaments en Afrique. Nous allons signer des accords avec tous les États. Nous avons commencé, il y a 18 États qui ont signé des accords pour créer des zones médicales, des zones franches médicales. Et dans ces zones franches médicales, nous allons créer
des usines d'assemblage. Alors je dis bien assemblage parce que c'est pas une usine de fabrication de médicaments, parce que l'usine de fabrication de médicaments, c'est entre 280 et 300 millions de dollars. Alors nous allons lutter contre ça pour essayer d'aplanir, pour que les médicaments soient moins chers et que tout le monde puisse accéder à la santé. Après la santé, je parlais de la mobilité. Alors, vous savez, j'avais fait une enquête en Afrique. Il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas de société de transport urbain. Hein? Alors, vous savez, en économie, quand vous regardez les coches, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas dans le pays, et le fait que finalement il n'y a pas de transport urbain, beaucoup d'Africains dans l'administration et dans le privé arrivent en retard au travail. Le transport des bus à mètre linéaire, c'est très très cher. Mais si vous fabriquez sur place, mais vous gagnez de l'argent parce que et le coût du marché aussi. Tout le monde est gagnant. Donc finalement, ils ont compris. Aujourd'hui, on a 5 usines en Afrique avec Assoc Leland et nous continuons parce que l'usine de Sénégal, on avait une usine au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et nous sommes en train de négocier actuellement avec le Cameroun pour faire cette usine d'assemblage en Afrique. Donc, éducation, santé, mobilité. C'est tout à fait. 3 priorités pour le continent africain, pour accélérer le développement du continent africain. Et puis finalement, bien sûr, et les bonnes personnes à la bonne place. Oui, complètement. Et puis il y a quelque chose qui est aussi extraordinaire en Afrique, c'est que j'ai fait une enquête. En Afrique, on nous a dit lorsqu'on a eu notre indépendance, ne vous inquiétez pas, on va faire des routes avec vous, vous allez avoir des camions, vous allez transformer tout, vous allez transporter. Mais ce n'était pas une bonne décision. La décision, c'est quoi? C'était de choisir de faire le chemin de fer en Afrique. Nous sommes le continent qui a 2% de chemin de fer. Donc aujourd'hui, il faut poser cette problématique et aller dans ce sens. Tous les pays du monde qui sont développés à partir de l'industrialisation, bien sûr, à partir de chemin de fer. Donc nous devrons, plutôt que faire des routes, nous devons faire le chemin de fer. C'est là la solution. L'interconnexion entre les villes, entre les pays, c'est très important. Transafrica, ça sera très bien. Exactement, Transafrica. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. L'ambassadeur Dr Cheikh Keita est avec nous. Il nous a fait une masterclass en quelques minutes, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Merci voilà, bien. mesdames et messieurs. Merci bien. Voilà, c'est pour ça que j'aime autant cette émission. C'est pas parce que j'y suis, mais j'aime cette émission parce qu'on apprend énormément de choses et surtout on a des talents qui viennent ici nous faire part de leur expertise. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission dans un instant. Oui, vous la voyez, cette chère Selena, elle viendra ici nous parler de ses activités, ses nombreuses activités. Vous allez voir aussi son CV, il est long comme jamais. Allez, on poursuit. Alors avec vous, Babadem. Alors Babadem, oui, c'est bien toi. Alors Babadem, vous allez à la recherche de ces talents qui soient aussi bien sur le continent africain, diaspora ou tout simplement afro-descendants, et vous nous les ramenez ici, on décortique leur profil et surtout on les applaudit. C'est parti. Ils font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors, direction Centrafrique avec Kate Kallo. Alors, c'est une femme qui, après avoir gravi les échelons chez les géants de la Silicon Valley, comme tel Nvidia, Intel, elle décide de tout quitter pour une mission audacieuse, rendre l'Afrique visible grâce à l'intelligence artificielle et aux satellites. Kate Kallo est une Centrafricaine classée par le magazine Time parmi les 100 femmes les plus influentes dans le monde de l'IA. Le déclic, le moment où tout bascule survient en novembre 2022 lors de la COP27 en Égypte, alors qu'elle présente les liens entre technologies émergentes et ressources naturelles. Des ministres et experts l'interpellent. Sa technologie est géniale, mais ils n'ont aucune donnée environnementale sur l'Afrique pour l'utiliser. Ce soir-là, une idée se cristallise. L'Afrique, pour elle, est un désert de données. À son retour, elle quitte Nvidia et s'installe à Nairobi pour fonder Amini. Donc son innovation, ça va être des nanosatellites pensés pour le continent. Plutôt que d'adapter des modèles occidentaux, Kate Kallo choisit d'inverser le modèle. Elle prépare le lancement de la première constellation de nanosatellites africains. Contrairement aux satellites traditionnels, cet outil sont conçus pour les réalités locales, capables d'analyser de petites exploitations morcelées
au mètre carré près. Et donc, ces nanosatellites vont traiter les données directement en orbite pour fournir des informations cruciales sur la santé des sols et les prévisions de sécheresse. Donc, son impact est considérable pour l'Afrique. Il s'agit de permettre aux 60% de la population travaillant dans l'agriculture d'accéder enfin à l'assurance récolte et d'optimiser le rendement face au changement climatique. Et enfin, on l'a mis en l'honneur ici parce qu'elle comble un fossé technologique qui va permettre à l'Afrique de devenir au moins un leader de la révolution climatique mondiale. C'est pour ça qu'elle est honorée dans Ils font l'Afrique. Exactement, et c'est amplement mérité. Et puis enfin, lorsque vous entendez ce profil-là, forcément, ça vous parle, Selena, d'ailleurs. Voilà, forcément, vous avez peut-être quelques liens cachés ou pas, mais en tout cas, la tech, l'IA, etc., etc. Est-ce que, voilà, un profil comme ça, est-ce que déjà vous connaissiez donc, cette personne de la Centrafrique? Bien évidemment, Bien évidemment, effectivement. Et vous n'avez rien d'autre à dire sur la concernant? Elle est extraordinaire. Enfin, je veux dire, monsieur a développé tout son pédigré, son palmarès. C'est une femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. Donc, lorsqu'on a des profils comme ça, on ne peut être que fier. Exactement. Et ouvrir la porte justement pour que les futures générations puissent nous rejoindre dans la tech. Exactement. Et ça, c'est important pour vous, cela. C'est-à-dire, on parle souvent, quand on est au sommet, est-ce qu'on ouvre la porte ou est-ce qu'on la ferme? C'est quelque chose de primordial. C'est très important parce que beaucoup prônent l'individualisme, mais j'ai envie de dire, plus on sera de femmes dans ce secteur, plus il sera porteur, parce que j'estime que les femmes aussi peuvent apporter sur la canne. C'est pour ça que j'ai fait partie de plusieurs associations. Bien sûr. Notamment Women in Tech, où nous nous sommes rencontrés avec monsieur l'ambassadeur, où on crée aussi des écoles de coding pour les jeunes femmes. On donne accès, on donne du matériel pour qu'elles puissent justement évoluer, parce que, qu'on se le dise, le 21e siècle, c'est un monde du numérique, un monde global. C'est la 4e révolution industrielle. Kate Callow est une dame exceptionnelle. J'ai eu l'occasion de la rencontrer au CIO Forum. Nous avons parlé de l'Afrique. Elle a une vision extraordinaire de l'Afrique. Elle veut faire autrement. Et ça, c'est exceptionnel parce que pour faire des choses en Afrique, il faut le faire à notre façon. Parce que j'ai rencontré ma chère dans une conférence des femmes de la tech. Et aujourd'hui, elle est dans cette perspective de la tech. Et les télécoms sont des outils importants pour nous, pour changer notre continent. Nous sommes le seul continent qui enrichit les autres de la data, mais on ne s'enrichit pas avec nos data. Donc il faut changer ça. Les télécoms aujourd'hui, quand vous partez en Afrique, avant on avait nos entreprises de télécoms qui sont nationales. Aujourd'hui, on n'a plus ces télécoms-là parce qu'avec les ajustements structurels, on nous a conseillé, non, il faut vous détacher de ça et tout ça. On n'a plus de sociétés télécoms nationales. Et c'est les autres entreprises internationales qui remplacent nos entreprises. Et ça, c'est mauvais. Et ça, c'est très mauvais parce que nous n'avons plus accès à nos données. Ce sont eux qui ont accès à nos données. Donc, il faut quand même créer une régulation pour qu'on puisse avoir accès à ces données-là, pour essayer de nous enrichir avec nos données. Sachant que c'est très stratégique, notamment pour un pays. Merci de le rappeler, monsieur l'ambassadeur. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Vous avez vu des buzzers sur votre table, vous n'avez même pas posé la question à savoir à quoi servent-ils. À quoi servent-ils? Oui, on essaye ici dans Diaspora Africa de promouvoir un peu de culture générale, donc on essaye d'aller chercher quelques questions. Et on les pose ici, vous allez pouvoir participer. J'espère que ça vous convient, rassurez-vous. On n'est pas forcément obligé d'avoir la réponse. Alors, en principe, vous l'aurez. Quelle personnalité, mesdames et messieurs, vous aussi qui êtes à la maison, vous jouez, même vous, cher public, quelle est la personnalité historique la plus connue de la République démocratique du Congo? Mobutu. Non. Moi, je dirais Patrice Lumumba. Merci, merci docteur. Patrice Lumumba. Ah oui, quand même, Mobutu, s'il te plaît. Ah oui. Oh là là, oui. Ah, exactement. Merci. Mais Lumumba, c'est autre chose quand même. Donc oui, mesdames et messieurs, c'est bien Patrice Lumumba, premier ministre du pays après l'indépendance en 1960 et surtout symbole majeur de la lutte contre la colonisation. Et oui, il faut le savoir, mesdames et messieurs. Allez, on peut applaudir quand même notre cher ambassadeur. Allez, on poursuit cette émission. Donc, avant de recevoir notre chère Selena Soie, donc, mesdames et messieurs, je vous propose un tour d'Afrique. On voyage ici sur Diaspora Africa. Mais là, moi, je vous propose de faire un focus sur la mare de Noradala.
Je pense que ça vous parle, Monsieur Keita. Donc une pêche collective annuelle séculaire en Haute-Guinée. Allez, c'est parti, on voyage sur Diaspora Africa. On est dans un monde perdu. Avec la civilisation, l'Internet, les réseaux sociaux, ils passent plus de temps sur le téléphone que d'aller voir leur grand-père, d'aller voir leur grand-mère, d'aller voir leur grand-frère, d'aller sous l'arbre à palabres, qui étaient des universités, des écoles d'histoire. C'est pourquoi la fête de la mare, on doit conserver. Cette fête, cette célébration, cette commémoration fait partie aujourd'hui du patrimoine culturel guinéen, africain, qu'il faut pérenniser. C'est pourquoi j'en appelle à la nouvelle génération de faire attention, n'est-ce pas, à toutes ces pratiques-là, toutes ces cultures-là, pour ne pas qu'on les perde. Parce qu'un peuple qui ne préserve pas sa culture, un peuple qui ne garde pas jalousement sa tradition, est un peuple qui est appelé à disparaître. Une tradition qui remonte à l'Antiquité, à l'époque des fondateurs de ce village, Diomakouman et Dioumala, qui étaient des Doumbouya. Depuis, chaque année, c'est rentré dans la tradition. Je félicite la population de Nora-Soba, je félicite les organisateurs et je les encourage davantage à pérenniser ce genre d'événements, non seulement, mais de les dupliquer dans les autres régions et préfectures qui ont certainement des cultures aussi à valoriser. Moi, ma passe, c'est d'abord faire connaître cette culture. Faire connaître qu'il y a un peuple qui se réunit une fois par an autour d'une mare, pas pour le poisson, mais c'est un côté sacré. La mare est protégée par les Baratigui. Ces Baratigui vont contrôler l'autour et il faut l'édition prochaine pour qu'on revienne pêcher. Parce que je dis toujours que les mares, c'est la mère de la pisciculture moderne. Donc les poissons qui viendront pendant la saison des pluies, des fleuves, c'est ce qui est conservé jusqu'à la prochaine édition des mares. C'est ce qui va grandir. Donc c'est une sorte de pisciculture. Voilà, au-delà de son côté africain, sacré, voilà, traditionnel. Donc c'est ça. La fête de la mare, c'est une fête identitaire qui nous rappelle de là où on vient, une fête à laquelle on valorise la culture, non seulement guinéenne, mais aussi de Nora-Soba. La mare là s'étendait sur près d'1 kilomètre. Maintenant, c'est réduit à 800 mètres. Chaque année, la boue vient là-dedans. Chaque année, l'herbe a envahi. Donc, toutes les mares sont maintenant à sec. Il y a un programme maintenant de dragage des mares. Donc, le programme existe. Ce n'est pas spécifique à Noradala. On doit protéger l'environnement. On doit protéger l'écosystème parce que ça fait partie de notre patrimoine historique et culturel. Après la pêche en Haute-Guinée, la Guinée qui est votre pays, est-ce que vous avez déjà été à la mare de Nordala? Parce que vous connaissiez. Ben oui, on m'a parlé de cette technologie enfin, qui est très ancienne, hein, qui est ancestrale, mais qui marche parce que les communautés villageoises continuent à le faire. Donc c'est un. D'ailleurs, je demanderai à mon pays de présenter ça à l'UNESCO, hein, pour qu'on puisse breveter et dire que finalement une reconnaissance pour l'UNESCO, parce que ça fait des années que ces habitants font cette pratique qui est ancestrale. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Maintenant, le moment est arrivé, mesdames et messieurs. On l'accueille comme il se doit. Selena Euswa, donc notre franco-gabonaise des télécommunications. On l'accueille.
Selena Soa, donc c'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa, et oui, une grande dame comme on les aime dans cette émission. Alors je vais commencer, mesdames et messieurs, écoutez, je vous ai dit, cette émission-là, c'est pas n'importe quelle émission, on a invité de grandes personnalités, donc vous êtes franco-gabonaise. Alors juste, vous êtes bien sûr dans les secteurs du numérique et de la télécommunication, vous êtes fondatrice et présidente de Révolutionnaire, donc un opérateur de télécommunication basé au Rwanda. Vous disposez d'une licence d'exploitation de 15 ans, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir pour cela, parce que ce n'est pas une mince affaire, et elle l'a fait, et même pas 40 ans. Je ne dis pas son âge, parce qu'entre femmes, on ne dit pas nos âges, mais elle n'a même pas 40 ans, mesdames et messieurs. Alors, vous avez bien sûr été dans les plus grandes écoles, vous avez fait l'internat de la Légion d'honneur en France, donc l'excellence fait partie de votre parcours. Vous avez obtenu un Master 2 en finance d'entreprise à l'Institut supérieur du commerce de Paris. Vous siégez, ça je le dis parce que maintenant vous siégez donc au conseil d'administration donc de cet institut supérieur de commerce, donc ici encore une fois à Paris. Vous avez débuté donc en tant qu'analyste financier dans une grande banque. Vous avez cofondé Odyssey Education. Encore une fois, c'est très important de le dire parce que vous êtes à la tête d'un groupe privé français d'éducation internationale présent dans plusieurs pays, mesdames et messieurs. Et oui, elle est à côté de moi. Vous êtes très engagé dans les réseaux d'influence et d'innovation. Donc, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Aspen Institute France. Donc, rien que ça. Allez sur Internet si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir, mesdames et messieurs, quand on parle d'excellence, eh bien, vous allez comprendre. Et vous avez été nommé Aspen Institute Young European Leaders en 2023. Oui, je prends l'accent anglais, mesdames et messieurs. Vous figurez également dans le classement des top 100 Women of the Future, mesdames et messieurs. Et parmi les 50 femmes les plus influentes d'Afrique, selon Forbes Afrique. Oui, je suis fière. Non, on l'applaudit. Ah oui. Non, je suis fière. C'est une femme. Et vous êtes enfin membre de Women in Tech, donc global, avec une certification en Global Leadership. Voilà. Donc, bravo. Merci. Non, mais pour le coup, c'est une question intéressante. Je vous vois un peu ému, parce que forcément, quand c'est les autres qui disent ce que vous faites, quand c'est les autres qui sont fiers de ce que vous faites, parce que vous le faites avec toute humilité, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tout ça? De vous dire à votre si jeune âge d'avoir fait autant de choses? Je vous assure, en écoutant cela, évidemment, c'est mon CV, mais vous savez, on a tellement, en tant qu'entrepreneur, on a tellement de challenges tous les jours que finalement, on oublie un petit peu de regarder dans le rétroviseur et de voir tout ce qu'on a pu réaliser. Et c'est à des moments, des occasions pareilles que finalement, on se rappelle tout le chemin parcouru. Exactement, et vraiment, encore une fois, bravo. Merci. Alors là, on va vraiment s'intéresser à ce que vous faites sur le terrain. Donc, malheureusement, on n'aura pas le temps de tout dire, mais on va s'intéresser à cet opérateur de télécommunication que vous avez mis en place. Donc, c'était un défi, un grand défi, il faut le dire ici sur le plateau. Vous avez obtenu une licence d'exploitation donc de 15 ans. Donc, encore une fois, je le dis, à moins de 40 ans, vous l'avez fait. Oui. Alors, il faut peut-être, parce que lorsqu'on a une trentaine d'années, créer un opérateur télécom ne paraît pas forcément évident. Donc, il faut quand même que je vous explique d'où ça m'est venu. Donc, comme vous l'aviez dit, j'ai cofondé un groupe éducatif privé. Donc, on a développé, on a créé des écoles partout dans le monde. Et j'avais envie de créer ma fondation pour créer des écoles dans des zones rurales en Afrique. Et là, je me suis aperçue d'une chose, c'est que les professeurs n'avaient pas forcément envie d'aller donner des cours dans ces zones rurales parce qu'il fallait s'y installer. Et il y avait un manque d'infrastructures évidentes. Et je me suis concentrée sur les chiffres, sur la connectivité Internet. Sur le continent africain, environ 70% de la population n'ont pas accès à Internet fixe et mobile. Là, ça partait d'un rêve. Je me suis dit, Selena, pourquoi pas aller et pénétrer ces zones? Vous doutez bien qu'à 30 ans, demander une licence de télécom, tout le monde a rigolé. Les télécoms, c'est essentiellement un monde masculin de milliardaires. Moi, je n'avais pas ces moyens-là et je suis une femme et en plus j'avais 30 ans. Mais je me suis dit, Selena, écoute, tu peux aussi apporter sur la table. Et surtout, lorsque j'ai regardé d'où provenaient tous ces opérateurs télécoms-là, beaucoup n'étaient pas africains. Je me suis dit, comment on va demander à une personne qui vient d'un autre continent de vouloir relever des défis en Afrique, comme le disait si bien monsieur l'ambassadeur. Donc je me suis dit, Selena, tu es africaine, tu es une femme,
tu peux le faire et tu as aussi à apporter sur la table et peut-être que la vision que tu as sera différente et permettra justement de faire comme eux. Donc il fallait déjà que je cible le pays. Je suis originaire du Gabon, mais pour des soucis de crédibilité, je n'avais pas envie qu'on se dise que j'ai été aidée. Je suis complètement allée ailleurs. J'ai choisi le Rwanda pour son centre des affaires. Le Rwanda aussi est un hub de la tech. Et le Rwanda est très investi dans la promotion de genre. D'accord. 60%, plus de 60% des femmes siègent au Parlement. Donc il y avait un environnement propice pour vous permettre d'atteindre. Exactement, il y avait un environnement propice, donc j'y suis allée. J'ai commencé par avoir une licence provisoire. Donc il a fallu que je monte justement le réseau. Et in fine, j'ai obtenu la licence du gouvernement pour 15 ans. Et aujourd'hui, mon objectif est de développer dans d'autres pays d'Afrique. Alors, qu'est-ce que ça consiste? C'est quoi exactement révolutionnaire? Parce qu'encore une fois, on a des téléspectateurs, et dont je fais partie, qui n'ont aucune notion des télécoms. Ça signifie quoi avoir une licence d'exploitation? Est-ce que vous avez un opérateur téléphonique? Est-ce qu'aujourd'hui, on va appeler avec révolutionnaire? C'est quoi exactement? Alors, avoir une licence télécommunication, c'est tout simplement pouvoir opérer dans le pays. Donc on est passé au peigne fin et on regarde aussi la technologie qu'on utilise pour voir si elle est viable. Donc il a fallu que j'investisse en fonds propres. Bien sûr. Et pouvoir demander aussi des fonds à des amis, connecter autour et pouvoir justement donner Internet. Et dans les zones rurales. Donc là, aujourd'hui, nous sommes au Rwanda. L'objectif, c'est de couvrir une partie du continent africain. Exactement. Et donc forcément, ça nécessite beaucoup de fonds. Donc incessamment sous peu, on va avoir un appel à fonds, si ce n'était pas déjà fait, donc qui va vous permettre de grossir et d'atteindre vos différents objectifs. Parce que le risque de faire entrer au capital maintenant, je peux très vite me faire diluer. Parce que vous avez très bien compris que les investisseurs dans les télécoms, ce sont des personnes tout de même fortunées et qui ont un background télécom. Donc, de peur de me faire diluer, je préfère très important. Opérer avec cette stratégie. Et quelle serait la prochaine étape? On va clôturer avec ça. Quelles seraient les prochaines étapes pour vous concernant? Vous avez fait déjà pas mal de choses, vous avez fait beaucoup de choses. C'est quoi les prochaines étapes pour Selena, soit pour Révolutionnaire? Alors, les prochaines étapes ne se situent pas forcément dans les télécoms. J'imagine bien. Parce que j'ai déjà mon chemin et j'ai une stratégie bien claire en tête. Aujourd'hui, mes prochaines étapes, c'est vraiment le mentorat. D'accord. Et aujourd'hui, je viens d'accepter aussi un mentorat au Gabon. C'est une initiative faite par l'Agence gabonaise de développement pour l'économie verte. D'accord. Que je trouve très importante aussi. L'économie verte, donc l'objectif sera de prendre 3 champions et que nous, justement, mentors, nous sommes 3 mentors, de les accompagner pour pouvoir justement promouvoir les produits autres que forestiers, les produits forestiers autres que le bois, par exemple des matières au Gabon comme la résine de Koumé, le raffia ou la noix de Moabi, donc permettre justement d'exporter et que ce soit justement des entrepreneurs locaux qui puissent faire rayonner ces produits et faire connaître et surtout pénétrer une chaîne de valeur. Et avoir les retombées bien sûr économiques de cela. Et c'est très important. Et pour finir, dernière question, vous êtes une femme de réseau. Et qu'est-ce que cela a changé dans votre vie? Pour les femmes qui nous regardent et qui hésitent à aller rencontrer du monde. Le réseau, c'est primordial. Parce que vous avez le savoir-faire, mais à un moment donné, il y a le faire savoir. Et sans faire savoir, une société peut difficilement décoller. Donc, comme vous l'avez dit, je suis au conseil d'administration d'Aspen Institute. C'est un think tank dans 14 pays. Indépendamment de ça, je fais beaucoup de salons. Je suis très médiatisée aussi de par la société que j'ai créée. Allez-y, le réseau. Et surtout, il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que les chiffres sont encore trop élevés. En France, par exemple, 75% des femmes ont encore le syndrome de l'imposteur. C'est vrai. Et comme le disait Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, il va falloir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir s'imposer et ne pas se dire que c'est une autre personne qu'on met en avant, mais c'est la cause qu'on porte et l'impact qu'on veut générer. Exactement. C'est très joliment dit. Et mesdames et messieurs, on l'applaudit.
Nasra. Retenez bien ce nom, mesdames et messieurs. Retenez bien ce nom. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bravo. Voilà, mesdames et messieurs. Oui, bravo, vous dites. Oui, bravo, parce que moi je découvre des choses exceptionnelles. Hein. Je suis très conquis. Je pense que la vision première que vous avez eue, vous avez voulu résoudre un problème en Afrique. Et le problème en Afrique, c'est ce désert digital hein, qui est criant et qu'on doit absolument résoudre par des initiatives pareilles. Je suis très heureux. J'apporterai ma contribution dans votre affaire. Merci, quoi qu'il en soit, donc, je suppose qu'on va aller venir vous voir, vu qu'apparemment vous avez des fonds à ne plus en finir. Donc voilà, mesdames et messieurs, oui, c'est un contact qu'il faut absolument avoir, docteur Cheikh Keita. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. J'espère que vous appréciez, que vous passez un très très bon moment. On poursuit avec notre agenda des diasporas. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Charles Tchotchoum. Donc, il est responsable des relations publiques du Festico Paris 2026. Il va venir ici nous pitcher ce magnifique projet qui existe depuis de très longues années donc au Cameroun et qui arrive ici à Paris. Mais tout de suite, l'agenda des diasporas. Si vous ne savez pas quoi faire en semaine et week-end, eh bien rassurez-vous, on a tout ce qu'il vous faut. Allez, on regarde et puis bien sûr, on revient. L'agenda des diasporas avec Olé Chef. L'agenda des diasporas avec Olé Chef. Allez, de retour, mesdames et messieurs. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos événements. On diffuse, qu'ils soient sur le continent africain, ici en Occident. On diffuse. Allez, on poursuit juste avant la pause, mesdames et messieurs. Moi, j'ai envie encore de tester vos connaissances. Question, on sort du continent si ça ne vous dérange pas? Non. Tant mieux. Alors, question, on va aller en Europe du Nord. La Suède est le pays qui possède, si vous ne le saviez pas, le plus d'îles au monde. Est-ce que vous le saviez ça? Oui, je le savais. Moi, je ne le savais pas. Combien en possède-t-elle, mesdames et messieurs? Si vous trouvez, je vous offre en direct un billet d'avion. Oui, c'est dit. Voilà. Je le dis. On va le faire au hasard. Allez-y. 18. Non. C'est votre dernier mot? Trop petit. Ah, trop petit. Bah ouais. Ah bon. Ok. Non, c'est beaucoup plus. Je pense qu'il y en a 57. Non. Si vous ne trouvez pas, vous me payez un billet d'avion, bien sûr. Je tiens à le dire, vous cotisez. Bon. Non. Combien 57. 57. Pas mal. Déjà, il y a un des chiffres qui est pas mal. Ah bon? C'est la cinquantaine alors. Moi, j'irai dans la centaine. Baba, vous pouvez buzzer. C'est quoi votre dernier mot? Je sais que la Grèce c'est 117, donc on va aller 127. Ok, très bien. Il y a un chiffre qui est pas mal aussi. 7. 132. 132. Ouais. Il n'y a même pas le 7 dedans. Non. Eh bien, mesdames et messieurs, écoutez bien. Eh bien. La Suède possède plus de 260 000 260 000, je savais que c'était un énorme chiffre. 260 000 îles, mais la plupart sont inhabitées. Il faut le savoir. 260 000. C'est énorme. Waouh. Voilà, un petit peu de culture générale ici sur Diaspora Africa, mesdames et messieurs. Je sais que tu peux l'aider quand même ou pas? C'est moi le plus proche, j'ai dit 132. Oui, mais bon, pour le coup, tu n'as pas trouvé. 132, il en oui, manque mais je suis plus proche de 260 000 que 57. Et que 18. Et que 18. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Moi, je pense qu'on va régler les comptes Ouais. hors écran, hors télé. Ça, voilà, et puis on exactement. revient. C'est parti pour la pub. My Tinbox.
foi et ses histoires. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de Jazz Africa, on applaudit, on continue à applaudir notre chère Selena Soua qui est venue ici parler de Nox, de son opérateur en télécommunication. Et on continue avec notre cher ambassadeur, Dr Cheikh Keita, voilà, qui nous font tous les deux l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans l'émission Jazz Africa. On continue avec cette deuxième et fin partie d'émission. Alors, Mister L, on va vous donner la parole avant d'accueillir notre pitcher du jour. Alors, avec vous, Mister L, eh bien, on va parler d'opportunités de business sur le continent africain. Pour nous, c'est très important d'essayer de promouvoir ce qu'on peut faire sur le continent africain et ce qu'on peut faire surtout pour devenir riche. Allez, c'est parti pour Dynamique africaine. Oui, alors comme je disais, là c'est pas pour devenir hyper riche. Hein. Ah non, bah c'est non, pour non, retourner. on coupe. C'est pour retourner au pays et faire une petite activité qui peut se génératrice d'un petit peu de revenus. Génératrice de revenus et qui peut. Donc en fait, c'est les stations de recharge pour mototaxi. D'accord. Tu sais, il y a ces Ben Skinner, par exemple, au Cameroun, les Boda Boda au Kenya. Et en fait, est-ce que vous savez, je voulais vous poser une petite question, est-ce que vous savez ce que représente le marché de la recharge dans le monde? Non, mais ça doit être immense. 1 milliard 50 milliards. C'est pas, on est au balbutiement, c'est pas beaucoup. Et l'Afrique représente combien? 1%. Chaque fois, je pose cette question. 1%. Bon. Non. Beaucoup moins, 0,4. Ah oui. Ouais. Quand on mélange le Moyen-Orient et l'Afrique, on arrive à peine à 200 millions de dollars. Ce qui n'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément, il y a un champ énorme qui s'ouvre. Et en fait, j'ai regardé un petit peu comment c'est. Il n'y a pas besoin de beaucoup de fonds. À peu près, on va dire, on peut commencer, quelqu'un qui part de France, par exemple, peut commencer avec 10 000 euros, par exemple. C'est possible. D'accord. On fait une station. Alors, l'idée, c'est de faire une station solaire, bien sûr. Donc, station solaire avec service. Lavage, petite réparation, accessoires, casque, tu vois, les gants, etc. Plus après, à côté, tu peux mettre un petit kiosque, café, etc. Parce que la plupart de ceux qui font des taxis, ils font à peu près une centaine de kilomètres dans la journée quand ils font leur travail. Tu vois, donc, ils ont besoin de pause. Ils viennent, ils rechargent leur moto, et puis du coup, ils peuvent acheter des choses, ils peuvent acheter un café, un thé, etc. et recharger leur moto, réparer quelque chose, des petites réparations, ou laver, etc. Donc, c'est quelque chose qui, avec un petit investissement, peut être dupliqué après dans des agglomérations, dans des grandes villes, capitales, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui peut te faire devenir millionnaire, mais c'est quelque chose qui peut te générer un bon revenu et même après, voilà, avoir un bon petit réseau qui génère du profit, quoi. Très bien. Vous en pensez quoi de cette proposition de business? C'est une très belle proposition. Je pense que nous, on a aidé un jeune plutôt à la construction des batteries adaptables. C'est-à-dire aujourd'hui, comme vous voyez le marché africain, il y a beaucoup de vélos et il y a beaucoup de mobylettes. D'autres mobylettes ne marchent pas, mais ils ont quand même des roues. Alors, le jeune, c'était d'ailleurs un Kenyan qui a vu son marché évalué, il a évalué son marché, et nous avons accompagné ce jeune, c'est-à-dire les batteries adaptables, c'est-à-dire la batterie que vous pouvez mettre sur n'importe quel tricycle ou autre, et puis vous branchez. Et ça permet de tourner. Et donc, c'est une affaire qui peut s'ajouter à une affaire comme ça. Exactement, voilà. Et qui peut être une très bonne chose. On rajoute un deuxième pan de cette activité-là. Vous en pensez quoi, Selena? Lorsqu'on parle de mobilité en Afrique, de toutes les façons, c'est un des problèmes primordial. dans la capitale. Enfin, dans beaucoup de capitales et même dans les villages. Tout à fait, exactement. Très important. Merci beaucoup, Mister L. On vous applaudit. Merci. J'espère que vous avez donné des idées à certains et encore mieux à beaucoup. Allez, on va avancer, mesdames et messieurs. Moi, je vous propose d'accueillir donc notre invité du jour, notre pitcher du jour. Et on va pouvoir, à main levée, dire si le festival est intéressant, si ça nous donne envie d'y aller ou pas. Donc, il a la pression, mesdames et messieurs. Il a vraiment la pression. Donc, on va l'accueillir comme il se doit, à savoir, il s'appelle Charles Totioum. Charles Totioum, c'est un plaisir de vous avoir. Donc, vous êtes responsable des relations publiques donc, du Festivogo. C'est un festival international des images comiques et c'est un festival culturel consacré au cinéma comique fondé
par Ferdinand Silver, donc Ngo Ferdinand Silver, donc organisé depuis très longtemps déjà, plus de 13 ans au Cameroun, et là, vous décidez de venir à Paris. Première question, qu'est-ce que ce festival? Quel est l'objectif et pourquoi à Paris? Ben, je pense que tu as nettement répondu à ta propre question. C'est le Festival international des films d'humour et de comédie déjà. C'est-à-dire? Donc, ouais, justement, on vise, on prône l'œuvre comique, on prône le cinéma africain à l'échelle internationale. Et donc, du coup, ça fait plus de 13 ans. Bon, nous sommes à la 14e édition au Cameroun et en France, c'est la 3e édition cette année. Donc, du coup, cette édition se veut innovatrice à travers les projections des films, à travers les conférences et à travers surtout la masterclass du parrain Émile Abosolo. Ouais. Très bien. Donc là, pour l'instant, attention, là, je ne sais pas si je vais y aller. Pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais y aller. Donc donnez-nous envie, faites-nous rêver, s'il vous plaît. Alors, l'objectif, c'est-à-dire que Festival international des images comiques. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller dans ce festival-là, qu'est-ce qu'on va y trouver? En fait, je veux dire, dans un monde où le cinéma, il est valorisé en général, mais l'humour n'est pas vraiment valorisé, le Festico vient donc répondre à ce besoin. Au Festico, surtout de Paris, lorsqu'on vient, c'est pour rire. C'est pour se détendre. C'est pour passer une superbe journée en compagnie de professionnels du cinéma, en compagnie surtout des acteurs du cinéma et surtout des humoristes. Ouais, donc c'est une plateforme qui rassemble tout cet univers, donc les réalisateurs, les cinéastes, les humoristes et surtout même les amoureux du cinéma et de l'humour, de la comédie. D'accord, très bien. Et à Paris, ça va se passer comment? Sur combien de jours? Ça se passe sur une seule journée au centre Paris à Nîmes, dans le 13e arrondissement. Et c'est de 10h à 17h. Ouais. Et c'est quoi le programme? Au programme, on a des projections de films. On a 5 films au programme. Ils font tous rire? Oui, très certainement. On a 5 films au programme qui font tous rire. Et comme innovation, je le disais tantôt, il y a des masterclass. La masterclass d'Émile Abosolo, c'est le parrain de cette 3e édition. Oui, on connaît, on l'a déjà reçu ici. Ouais. Et on aura surtout la table ronde autour du thème de cette édition qui est la comédie, le genre idéal pour la sensibilisation et l'éducation de masse à travers le digital. Donc, c'est ça la thématique de cette 3e édition. Et comme autre innovation, dans les projections, ça tombe bien, on aura la diffusion en avant-première du film long-métrage Un agent un peu trop secret, ouais, réalisé par Thierry Mahler. C'est un Camerounais. Très bien, très bien. En tout cas, moi, je vous applaudis. Moi, je sais, personnellement, j'irai. Même nous qui nous valide. Oui, on en a besoin au vu de la conjoncture actuelle, au vu de l'environnement dans lequel on vit, au vu de l'actualité dans laquelle nous sommes. On a envie de rire. Alors, ça détend. On dit souvent que pour vivre longtemps, il faut rire 3 fois par jour. Ouais. Et vous êtes beau parce que ça essaie de tirer aussi la face. Il faut rendre très beau, très belle. Il faut rire. Il faut rire, donc, exactement. Le rire est quelque chose d'important dans la vie. C'est très important et on rit aussi sur Diaspora Africa. Donc, continuez à regarder cette émission. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Vous allez rester avec moi. Ouais, d'accord. Vous allez rester avec moi parce que nous avons donc Sarah de la Guinée, une consoeur, qui nous envoie une question et vous allez devoir y répondre en quelques secondes parce que nous sommes au terme de cette émission. Question pour un champion, question pour une championne. Donc, pourquoi la diaspora peine-t-elle à se structurer pour devenir un véritable lobby économique en Afrique et en Occident? Tour de table, et après on se dit au revoir. Je commence par Céline. Non. Très bien. Alors, d'abord, la diaspora, toutes les diasporas ont vocation à repartir, à créer des affaires en Afrique. Mais il faut un climat favorable pour cela. C'est pour cela qu'il y a 2 ponts. Le premier pont, c'est la décision de la diaspora. Et le deuxième pont, c'est l'ouverture que le pays, le gouvernement d'un pays offre à ses diasporas. Dans une conférence à Dubaï, j'avais dit que pour que les diasporas et les afro-descendants puissent investir ou retourner en Afrique pour créer des affaires, il faut un climat des affaires sain. Et puis, il faut que l'État crée, par exemple, quelque chose où il pourrait dire à tous les diasporas, si vous venez, j'ai 10 hectares
que nous proposons à tous les diasporas qui viennent pour s'installer, avec tout à fait des réductions fiscales et aussi avec un prêt à taux zéro pour construire une maison. Parce que tous les diasporas, on veut rentrer dans notre pays, avoir une maison et puis avoir une activité. Si vous les suscitez pour qu'ils créent une activité et que vous leur donnez la possibilité d'accéder à un prêt à taux zéro pour acheter une maison, ben, tout le monde va pouvoir courir. Très bien, en tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On va passer à vous, Babaden, rapidement. Rapidement, il faut s'unir, tout simplement, sur des objectifs et non sur des... Sur des objectifs, s'unir sur des objectifs, c'est ce qui manquerait donc, à la diaspora qui peine à mettre en place ce lobby économique. Selena ? Moi, il y a des chiffres qui me choquent. Lorsqu'en 2022, les 160 millions d'Africains qui vivent hors du continent ont transféré en Afrique 95 milliards de dollars et 53 milliards de dollars en Afrique subsaharienne, je suis choquée. C'est-à-dire qu'on peut jeter la faute sur l'un, sur l'autre, mais je pense qu'économiquement parlant, soyons clairs, qu'il va falloir qu'on s'organise pour qu'il n'y ait pas autant de transferts, ou du moins qu'on puisse en profiter de ce transfert-là. Exactement. Oui, je pense que c'est très important. 2 minutes. C'est très important ce qu'elle dit, parce que finalement, il faut qu'on réfléchisse pour que l'argent ne soit pas, comment dirais-je, dans l'océan. Il faut que cet argent sert à quelque chose. On peut créer des popotes tout à fait de crédit action ou autres pour rentabiliser cet argent. Si on ne fait pas ça, mais ça va dans la mer. On parle d'investissement productif et non juste pour nourrir, etc., etc. En tout cas, de transfert productif. Rapidement. Oui, alors moi je vais prêcher pour ma paroisse, je parle du Maroc, parce que au sein de la CGM, donc le patronat marocain, on a créé une structure qui s'appelle MEM, Marocain Entrepreneurs du Monde. Et ce que moi je préconise, c'est que les pays d'origine aillent à la pêche. Il faut aller chercher les gens de la diaspora et du coup offrir effectivement l'environnement des affaires, etc. Mais il faut que les pays aillent les chercher là où ils sont, et c'est ce que nous faisons nous au sein de MEM, Marocain Entrepreneurs du Monde. Ben moi, je dirais simplement que nos dirigeants devraient avoir un esprit ouvert, c'est-à-dire accepter que on a des enfants qui sont sortis du pays, qui ont découvert une nouvelle culture, qui ont découvert une nouvelle façon de faire. Nous sommes ouverts à accepter leurs propositions. Je pense que ça contribuerait nettement à évoluer le continent. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de cette émission. On aurait voulu avoir plus de temps pour pouvoir continuer parce qu'il y a énormément de choses intéressantes qui ont été dites ici sur le plateau. Mais non, il va falloir se dire au revoir. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, rendez-vous la semaine prochaine. On accueille, on n'accueille plus. On dit au revoir à notre chère Selena. C'était un plaisir de vous avoir. On a applaudi monsieur l'ambassadeur, docteur Cheikh Keita. Mesdames et messieurs, il était avec nous. Charles avec le magnifique festival et bien sûr Babaden et Mr. L. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bye bye, merci.